Eh bien, voilà 60 ans, en effet, à quelques jours près, eh bien, naissait le Tour Nord tel que nous le connaissons aujourd'hui, par la fusion de trois communes, Tours, Saint-Symphorien-sur-Loire et Sainte-Radegonde en Touraine. Alors d'abord, on peut se poser la question, mais pourquoi des noms à rallonge comme ça? C'est quelque chose à décourager n'importe quelle classe. Et est-ce qu'on a retenu même ces noms? Eh bien, pour le cas de Saint-Symphorien que nous connaissons bien, pour l'avoir étudié plus particulièrement, c'est dans l'entre-deux-guerres, au début des années 30, que Saint-Symphorien a pris le nom officiel de Saint-Symphorien-sur-Loire. Pourquoi? Eh bien parce que dans notre France, anciennement christianisée, il existait de nombreuses paroisses qui portaient le même nom, et comme vous le savez, en 1789, eh bien, les paroisses sont devenues pour la plupart d'entre elles des communes. À partir du moment où au XXe siècle, on commence à correspondre beaucoup, des documents arrivent dans les communes, eh bien, des erreurs ne manquaient pas de se produire. On envoyait à Saint-Symphorien-sur-Coise, près de Lyon, les documents qui devaient aller à Saint-Symphorien, près de Tours. Donc le maire de l'époque et son conseil municipal, Guilbault, sur injonction du préfet, ont décidé de compléter leur nom. Et pour cela, ils ont fait appel à, peut-être au meilleur historien pour cela à l'époque, le chanoine Guignard, qui était un historien remarquable. Nous avons des textes notamment sur l'annuaire de 1936 où il fait l'histoire de Saint-Symphorien, qui est toujours un modèle. Il a été président de la Société archéologique de Touraine, donc c'est vraiment quelqu'un d'éminent. Et il a donc fait des propositions au conseil municipal, et le conseil municipal a voté pour l'appellation de Saint-Symphorien-sur-Loire. Ce que tout le monde a oublié, nous-mêmes nous ne savions pas, et lorsque nous l'écrivons, des gens nous disent « Ah mais non, ça n'existe pas ça, qu'est-ce que c'est que ça n'a jamais existé, Saint-Symphorien-sur-Loire ?» Si, c'était le nom officiel. Donc on peut imaginer qu'avec Sainte-Radegonde du Poitou, Sainte-Radegonde en Touraine, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des compléments de noms qui sont arrivés finalement relativement récemment. Eh bien, par cette fusion, Tours a considérablement augmenté sa superficie, puisqu'elle est passée d'un peu plus de 1800 hectares avant 1964, après les fusions des débuts des années 60, on y reviendra, à plus de 3000 hectares, donc c'est considérable, sur des territoires au nord de Tours qui sont à même d'être urbanisés rapidement, et donc de faire croître la population, c'était le but recherché. Et Jean Royer donc écrit dans un de ses deux ouvrages que cette cérémonie s'est déroulée le 19 mai, après le vote par le conseil municipal de Tours à l'unanimité pour la fusion. Eh bien, il invite les deux maires fusionnés, si j'ose dire, il les invite à signer le livre d'or dans cette salle prestigieuse. C'est ici que ça a été signé. Ça s'est fait dans les applaudissements généraux. L'ennui, c'est que le livre d'or a disparu. À Jean Royer, mais on n'a pas. Il y a d'autres livres d'or, mais celui-là, on l'a. Ensuite, on lit, si vous arrivez à voir sur la petite chronologie que j'ai proposée, on voit que le 1er juin, le préfet sanctionne ces délibérations des trois conseils municipaux et consacre donc la fusion des trois communes en une seule, Tours. J'ai choisi ensuite de mettre à côté le résultat des élections sous forme de diagramme dans les trois ex-communes, je serais tenté de dire, puisque Tours maintenant c'est la somme des trois, mais pour qu'on visualise bien comment les gens ont voté dans ce que j'appellerais l'ancien Tours et l'ancien Sainte-Radegonde et l'ancien Saint-Symphorien. Alors on sait d'abord que Jean Royer et sa liste ont été élus au premier tour, toute la liste a été élue, et pas 50-01, mais à plus de 66% dans le pire des cas. Alors ce qu'on observe, c'est qu'à Tours, et ce qui est en gris, ce sont les votants. On serait content aujourd'hui d'avoir des scores pareils. Il y a plus de 70% de votants dans toutes les communes, donc le vote est significatif. Et dans la pire des communes, si j'ose dire, à Sainte-Radegonde, il y a 66%, les 2/3 de votants, et c'est dans l'ex-Saint-Symphorien qu'on atteint presque les 3/4.
est-ce que finalement, c'est pas dans la bonne humeur, la fête, que les droits mers signent la fusion, validée par un heureux suffrage universel qui viendrait consacrer ces heureux événements. Donc finalement, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un sujet futile pour un retraité désœuvré? Je vous laisse un peu, à l'issue de cette intervention, le soin de choisir. Eh bien, la réalité, c'est que quand on fait une étude documentée, on se rend compte que les choses sont loin d'être aussi simples. Pourquoi? Eh bien parce que d'abord, un district urbain a été créé au début de 1959, dans lequel s'inscrit cette fusion. Alors, ce district urbain, je vais le représenter en croquis. Vous voyez ici, il a 9 communes. Ce district a été créé par le préfet, par l'État. Ce ne sont pas les communes, les 9 communes qui ont dit « Ah bah tiens, coucou, si jamais on s'associait », pas du tout. Elles l'ont appris par la préfecture. On dit, vous êtes dans le district urbain de Tours. Ah bon? On se rend compte que ces communes ont seulement un point commun, c'est qu'elles sont périurbaines de Tours. Elles sont limitrophes de Tours. Et encore, pour Saint-Radegonde, c'est bien plus compliqué que ça. Il a fallu l'arbitrage du ministère de l'Intérieur et des recherches cartographiques aux 10 ministères pour prouver que Saint-Radegonde était bien limitrophe de Tours. Et elle ne l'est que dans un point près de l'Île-aux-Cars. Donc elle ne l'est pas du point de vue terrestre. Elle ne l'est jamais d'un point de vue terrestre. Donc c'est un arbitrage extrêmement difficile. Alors ces communes sont extrêmement différentes de tout point de vue. Alors il y en a qui sont beaucoup plus peuplées. Tours, à cette époque-là, c'est plus de 90 000 habitants. Et Chambray, c'est moins de 2 000 habitants. Donc on n'est pas du tout dans la même catégorie. Saint-Symphorien, c'est près de 14 000 habitants. Et Saint-Radegonde, c'est moins de 3 000 habitants. Donc on a des communes rurales, voire hyper rurales, et des communes qui sont déjà très urbaines. Il n'y a pas que Tours. Saint-Pierre est déjà une commune tout à fait urbanisée. La Riche aussi. Et Saint-Cyr est en cours d'urbanisation. Donc on est dans un profil extrêmement différent. Elles sont donc différentes par la taille, elles sont différentes par la population, elles sont bien sûr aussi différentes par leur histoire. Enfin, j'ai voulu représenter aussi un certain nombre d'aménagements qui ont du sens, plus par le passé peut-être, dans les années 60, et d'autres qui ont de l'avenir. Les équipements anciens, relativement anciens, qui ont fait le développement de Tours et de son agglomération, ce sont les gares. Or, de la gare, point de développement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Or, les deux principales gares, vous voyez bien, c'est Saint-Pierre et Tours. Mais, à Jouer, il y a aussi 2 gares, sur 2 lignes différentes. J'y en sortais la 12 et vous avez celle de Fondette qui est à Saint-Cyr. Bon, c'est comme ça. Ceci, au début des années 60, le chemin de fer est en baisse, notamment pour le trafic marchandises, il en baisse de plus en plus forte. On n'imagine pas ce que le trafic de marchandises a perdu depuis 50 ans. En revanche, vous avez un axe structurant de plus en plus fort, c'est la Nationale 10. La Nationale 10 qui traverse nord-sud l'agglomération, et de ce point de vue, comme axe structurant, Tours est mal placé, car Tours ne va pas se développer autour de la Nationale 10, on s'en doute bien. Tours va essayer au contraire de créer une déviation pour que les gens ne passent plus par l'avenue Gramont et la tranchée. Au contraire, c'est devenu très attractif pour Chambray-les-Tours, d'une commune rurale qui a aménagé l'avenue du Grand Sud, comme vous savez. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à la Petite Madeleine pour se rendre compte que c'est un axe extraordinairement structurant. Symphorien, elle en a aussi un bon petit bout. Voilà, donc ce district créé par le préfet, le voici dans sa géographie, que j'ai indiqué le nombre de conseillers du district, on y reviendra tout à l'heure, car c'est pas neutre. Il y en a 30, et vous regardez, Tours en a 15, Chambray 1, il y a 4 communes qui en ont 1. Peut-être que ça va poser des problèmes de gouvernance, comme on dit. Hein. Car que vaut la voix d'une commune qui a une voix par rapport à celle qui en a 15? Bien. Alors, ceci étant dit, on apprend donc qu'il existe un district urbain de Tours qui présente des contraintes fortes pour les communes,
puisqu'elles n'ont pas le choix de ne pas y être. Hein. Mais ça, on le dit rarement. Il y en a sûrement parmi vous qui apprennent l'existence d'un district urbain. Donc déjà, si on ne le sait pas, on a beaucoup de mal à comprendre le sens de la fusion, au profit de Tours, qui est à l'origine de la fusion. Un an après, même pas un an après la création du district, eh bien, Jean Royer propose un avenir au district et lui propose la fusion de toutes les communes. Vous tenez bien là aussi que ça ne va pas faire l'unanimité, tant s'en faut. On apprend que c'est le préfet, un nouveau préfet en 64, par l'injonction qu'il fait aux deux communes qu'on peut appeler les plus faibles, Saint-Radegonde et Saint-Symphorien, les plus affaiblis, de choisir, sans attendre des élections de 9 mois après, parce qu'il y a des élections générales municipales, en mars 65. Pourquoi le préfet n'a-t-il pas attendu que les électeurs, citoyens, se penchent sur cette question qui est quand même pas rien, la disparition de leur commune, qui est à l'origine de la fusion. La fusion tranquille, avec les élections qui disent, les électeurs qui disent oui, c'est quand même aller un petit peu vite. Et les arguments qui sont avancés relèvent souvent de lieux communs par lesquels je voudrais commencer la critique. Alors, ces lieux communs, je les ai résumés à peu près 3 familles, mais en commençant par justement l'omission, la plupart du temps, du contexte historique de la fusion que je viens d'évoquer. Tours est une île que le district, c'est lui qui a commandé d'une certaine façon cette fusion. Eh bien, cet oubli n'est pas neutre, vous allez voir. En effet, Tours est entouré de 8 communes. Alors après, dans les principaux lieux communs, le premier que je listerai, ce serait que la fusion irait dans le sens de l'histoire. Finalement, les grandes communes auraient toujours mangé les petites. Et finalement, si on va jusqu'au bout du raisonnement, eh ben en France, dans quelques temps, il y aura une commune. Alors, ceci s'appuie sur la dernière fusion qui a eu lieu en 1845, qu'a évoqué Bertrand Renaud, c'est la fusion de Saint-Étienne-Extra, donc au sud de l'actuelle place Jean Jaurès. C'était une commune qui était assez vaste, qui avait déjà fusionné avec Beaumont-les-Tours, donc près des archives municipales, où il y avait l'abbaye de Beaumont, qui est aujourd'hui disparue. Vous connaissez le chantier des Beaumont, c'était une commune qui avait déjà été réunie en 1823. Et donc il y avait toute une partie sud qui allait pratiquement jusqu'au Cher, qui était réunie à Tours. Ça a permis à Tours de gagner vers le sud à ce moment-là. Mais depuis 1845, il n'y avait pas eu de fusion. C'est en 1946 que réapparaît, de la part du maire de Tours de l'époque, cette volonté, peut-être pas de fusionner, mais quand même, cette volonté de ce qu'il appelle créer un grand Tours. Ce maire, c'est Jean Meunier, qui est maire à une période extrêmement difficile, c'est la période de la Libération. Donc pendant un peu plus de 2 ans, eh bien, il est le maire de la municipalité provisoire de Tours. Ferroviaire, les ponts, tous ont sauté. Et la population s'en rend pas vraiment compte. Nous-mêmes non plus, nous n'en rendrions pas compte. Pourquoi? Parce qu'on est libérés. C'est l'été, il fait beau. Les Allemands sont partis, la guerre est finie. Mais non, elle n'est pas finie, la guerre. Elle continue. Et les Allemands vont se battre jusqu'au mai, au mois de mai suivant. Et la France, pour être parmi les vainqueurs, elle a une armée de plus de 400 000 hommes qu'il faut entretenir dans des conditions désastreuses pour l'économie du pays. L'hiver arrive, et tant qu'à faire, eh ben, il est dur, l'hiver. Les hivers de la guerre ont été très durs. Des rapports existent ici, montrant qu'on redoute la famine à Tours. Eh ben, être maire dans ces conditions-là, bonjour. Et Boris Labiduri, qui a écrit un superbe petit livre sur Tours à l'époque de la municipalité provisoire, raconte une anecdote qui est significative des difficultés de cette époque. Au cours de l'hiver, 44-45, des femmes principalement, mortes de froid, transies, manquant de tout, décident d'envahir la mairie, d'entrer de vive force dans le bureau du maire. C'est presque les journées d'octobre amenant Louis XVI. Coup de chance, donc pénètrent de force dans le bureau du maire. Coup de chance, si j'ose dire pour le maire, le bureau n'est pas chauffé. Le maire travaille avec tout le manteau, etc. Et bon, ça refroidit un petit peu l'assistance. Et
le maire écoute les doléances, leur demande du charbon, plus de charbon. Et le maire leur dit ceci, eh bien, vous me demandez plus de charbon, c'est comme si vous demandiez au facteur plus de lettres. Ce que redoute Jean Meunier, c'est que juste après la guerre, Tours n'ait pas les moyens de son développement. Pourquoi? Tours, c'est une ville du chemin de fer. Or, les ateliers qui étaient au Sanitas, on décide de les déménager, de les déplacer à Saint-Pierre. Et à la place, les architectes, imaginent, fort compétents, imaginent que on pourrait à la place peut-être déplacer la gare, à la place des voies ferrées créer une avenue, peut-être. Hein. Eh bien, le maire pense que si jamais on fait ça, la ville n'aura pas les moyens de son développement. Donc il propose de mutualiser la reconstruction et pour ça de regrouper au moins Saint-Pierre et Tours ensemble. C'est pour ce qu'il appelle créer le Grand Tours. Il s'agit cette fois-ci, on l'a bien compris, de mutualiser les moyens. Alors ce projet n'a pas abouti, d'autres moyens ont été mis en œuvre, la croissance économique y a beaucoup contribué à partir du début des années 50, et son successeur, Marcel Tribut, qui a fait 2 mandats, donc de 47 jusqu'en 59, celle qui a précédé Jean Royer, eh bien il poursuit cette idée. Et on a retrouvé dans les archives des notes dans lesquelles il montre qu'il s'active. Il rencontre en 1955 le ministre de l'Intérieur de l'époque, François Mitterrand, et à qui il demande de créer, de mettre un poste d'administrateur civil pour l'aider à créer le Grand Tours. Il rencontre les maires voisins, ceux de la Riche, de Saint-Symphorien, d'autres encore. Donc il s'agit finalement, dans cette idée de Grand Tours, de faire face au désastre de la guerre. Finalement, Jean Royer, quand il arrive en 59, il ne marche pas dans des pas singuliers, il est dans les pas de ses prédécesseurs. Mais la conjoncture n'est plus la même. En 59, la reconstruction est achevée, maintenant il faut faire face à d'autres échéances qui sont aussi redoutables, c'est la croissance démographique, c'est la croissance économique, comment faire en sorte de pouvoir développer la ville dans ces nouvelles conditions. L'autre lieu commun, c'est que Tours aurait besoin d'espace vital. Alors c'est celui qui est de loin le plus critiquable. Alors ça c'est le leitmotiv de Jean Royer, et j'ai sélectionné un passage de la Nouvelle République qui a été, dans lequel on entend un de ses anciens, il va bien lire, un de ses anciens conseillers, Jean Lafage. Donc Jean Lafage, dans la Nouvelle République, voilà 50 ans, il s'exprimait ainsi. Royer nous avait exposé les faits. Tours voulait absolument s'agrandir. Nous étions enserrés entre la Loire et le Cher. Tours, avant, c'était vraiment tout petit. Pour avoir un appartement à Tours, il fallait attendre des années. On avait déjà acheté tous les terrains de la SNCF qui étaient disponibles, mais c'était insuffisant pour loger tous les Tourangeaux. On a essayé avec Saint-Pierre, on a essayé Saint-Cyr, ça n'a pas marché. D'ailleurs, c'était tout à fait normal. C'était quand même des communes beaucoup plus structurées que Saint-Symphorien et Saint-Radegonde. Du fait de ne plus être indépendants, leur budget était rattaché à celui de Tours. Et ils ont pu bénéficier des emprunts que pouvait faire Tours, alors que eux ne pouvaient pas le faire. Pour Royer, l'avantage, surtout de Saint-Symphorien, vous retenez, c'était les terrains qui n'étaient pas bâtis. Il y avait des hectares et des hectares de disponibles. Ce qu'on retient principalement, c'est 2 choses. C'est d'une part, Tours voulait absolument s'agrandir. Alors le verbe vouloir est tout à fait à sa place. Il parlait besoin, vouloir absolument s'agrandir. Et à la fin, il y avait à Saint-Symphorien, on ne parle pas de Saint-Radegonde, il y avait des hectares et des hectares de disponibles. Alors quand on a écouté ça, on se dit que, pour faire court, Tours avait les moyens mais pas l'espace, et les communes voisines avaient l'espace et pas les moyens. Donc, une véritable dynamique des fluides se créait. Disons, naturellement, diraient certains, cette dynamique des fluides, naturellement, aurait conduit à la fusion au profit de Tours. Mais cette vision, très répandue à l'époque, eh bien, elle ne résiste guère à l'analyse. Pourquoi?
Parce qu'on parle des communes dont les limites sont stables, ou presque stables, et non pas des habitants et de leurs besoins qui, eux, sont très mobiles. On ne peut pas présenter Tours comme si c'était une ville enserrée à la fois par le rideau de fer et le mur de Berlin. Les gens de Tours, ils logent où ils veulent. Et ça s'est fait depuis longtemps. Il y a très longtemps que les habitants, en particulier les plus aisés, avaient investi les beaux coteaux pour créer des lieux que vous connaissez bien. Bellevue, Bourgard, Beausite, vous voulez que j'en rajoute? Un phénomène de périurbanisation avait commencé à se développer au début du XXe siècle. Et il se démocratisait de plus en plus. Si on prend le cas de Louis Joinneau, cheminot, eh bien, au seul recensement de 1936, Louis Joinneau. Jean Joinneau habitait à Saint-Symphorien alors qu'il travaillait à Tours, avec 91 autres cheminots. Ça représente déjà plusieurs centaines d'habitants qui travaillent tous à Tours. Et ils habitaient à Saint-Symphorien. C'est pourquoi aussi le train, le reste, le maire de Saint-Radegonde, il travaillait aux allocations familiales à Tours. Bon, et on pourrait multiplier les exemples. La population en forte croissance, c'est exact, a besoin de logement, c'est aussi exact. Mais pas forcément dans la commune la plus importante de l'agglomération, ni dans celle dans laquelle ils travaillent. De plus en plus sont ceux qui choisissent d'habiter ailleurs que sur leur lieu de travail. Dans une banlieue, on a un petit jardin, c'est plus calme. C'est d'ailleurs le moment où l'étalement urbain s'accélère grâce à la démocratisation de l'accès à l'automobile. L'automobile, on ne dira jamais assez combien c'était un instrument décisif dans l'espace urbain. Là où c'était impossible d'imaginer d'être à plus d'une demi-heure, trois quarts d'heure à vélo d'une gare ou à vélo de son travail, 40 km, rapidement, n'ont plus fait peur en automobile. D'autant qu'avec l'automobile, il y a des lieux où on fait les courses, des lieux où on va faire des sports, des lieux où on va au travail. Donc on est devenus des multiterritoriaux grâce à l'automobile. Dans un article récent de la revue Hérodote, il y a un article complet qui est consacré à l'automobile sous le titre « L'automobile, un instrument géopolitique ». Il est donc pour le moins très exagéré de dire que c'était à Tours de satisfaire les besoins en logement de tous les Tourangeaux. Les communes périurbaines, autre argument, n'auraient pas les moyens de faire face aux besoins énormes et très coûteux. Alors, on a eu la chance, aux archives, de tomber sur un remarquable mémoire du secrétaire général de la ville de Tours, M. Pierre Billot. Alors, j'en ai repris un certain nombre d'exemples, qui ont fait un rapport, ça serait un véritable mémoire de DEA aujourd'hui, un rapport à Jean Royer pour le mettre au fait de la situation des communes de l'agglomération. Alors, donc on se rend compte que il y a deux types principalement de fiscalité. Une fiscalité qui est portée par les ménages et une autre fiscalité qui est portée sur les entreprises, la patente. Alors, sans surprise, Tours, à l'époque où c'est fait, c'est en 61, je pense qu'il a les statistiques de 60, à cette époque-là, Tours tire beaucoup plus que les autres communes des recettes fiscales de la patente. En revanche, les communes périphériques les plus rurales, c'est celles qui en tirent souvent le moins. Alors ce qui nous a très intéressé, c'est de voir quelles étaient les deux communes qui étaient les plus proches, d'un point de vue fiscal. Eh bien, c'était Saint-Symphorien et Saint-Avertin, ce qui nous a beaucoup surpris. Quand on regarde l'ensemble des taxes sur les ménages, on est exactement au même niveau. Et pour ce qui est de la patente, aussi. Aucune des communes suburbaines ne paraît être dans une situation telle qu'elles doivent craindre une catastrophe financière immédiate. Le nombre de centimes, c'est-à-dire d'impôts, pourrait être pour la majeure partie d'entre elles augmenté. À Saint-Avertin, le nombre de centimes atteint presque 50 000. Son relèvement dans de notables proportions s'avérera difficile. La dette par habitant est lourde. Enfin, la commune est isolée du reste de la partie vivante du district. Si son degré d'équipement, que l'on ignore, est peu important, il est vraisemblable qu'à brève échéance, il lui faudra appeler à l'aide. Il parle de Saint-Avertin. Deuxièmement, à plus ou moins longue échéance, l'ensemble des communes à caractère résidentiel, Nord, dont la population monte très vite, Saint-Avertin, La Riche, verraient leurs dépenses d'équipement puis de fonctionnement augmenter dans de grandes proportions.
elle n'aurait pratiquement pour couvrir ses besoins que les ressources provenant de la mobilière et de la foncière bâtie. Le volume de la dette ne pourra donc que croître. Donc le pronostic du secrétaire général, c'est elles n'y arriveront pas. Elles n'ont pas les moyens d'arriver à se développer seules. Eh bien, 60 ans après, ces communes ont réussi leur développement sans fusion. Et c'est une réalité que personne ne peut contester. Évidemment, ils sont-elles arrivés par un coup de baguette magique? Est-ce qu'elles ont fait exploser les impôts locaux? Non, alors ils ont augmenté. Vivre à Saint-Avertin, d'après certains collègues, c'était quand même assez coûteux. Eh bien, elles y sont arrivées, pourquoi? Parce que la conjoncture économique que le secrétaire général n'a pas pris en compte, il ne pouvait sans doute pas, la conjoncture économique est celle de la très forte croissance de ce que Fourastier appelait les 30 glorieuses, elle n'est pas prise en compte là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a une croissance de 5 à 6% par an. Et on a une inflation de 5% par an. Les communes empruntent à long terme, 40 ans par exemple. Donc ça veut donc dire que les communes empruntent des sommes importantes pour leurs équipements, mais qui sont presque immédiatement remboursées, puisque une fois que la zone d'activité, la zone industrielle, les pavillons, les immeubles sont construits, immédiatement les gens, les entreprises payent des impôts. Mais les communes remboursent à 40 ans, ce qui, grâce à l'inflation, minore fortement le coût de remboursement. C'est l'âge d'or des emprunteurs. Vous avez peut-être autour de vous des parents qui ont acheté une maison au début des années 60, ils l'ont remboursée très facilement, la plupart du temps. Ça a pu être le cas 20 ans après. Bon, la conjoncture avait changé. Donc c'est cette conjoncture-là qui n'a pas été prise en compte dans les études faites notamment par le secrétaire général, mais aussi par ceux qui pensaient, on va le trouver à Saint-Symphorien, que eh bien, il n'y avait pas d'espoir, on ne pourrait jamais rembourser, on ne trouverait jamais les moyens de faire seul son développement. Ensuite, la libération de la proximité des gares était aussi une chance pour les communes périphériques. Je ne reviens pas, je l'ai montré tout à l'heure. Il fallait être près d'une bonne route ou des routes facilement aménageables sur un plateau, mais vraiment plat, pas avec des vallées qui rendent complexes ou qui supposent de créer des ponts, enfin des infrastructures encore plus coûteuses. Nombre de communes étaient dans ce cas. Elles pouvaient facilement le faire, et elles l'ont fait. Enfin, la coopération intercommunale permettait de résoudre des difficultés en mutualisant les transports, les ordures ménagères. C'est le cas de tous les civomactes, civom de toute nature, qui ont pu être créés en mutualisant justement les besoins et les services des communes. Et bien pourtant, ces lieux communs, une relative surprise, qui n'ont pas de fondement solide, ils résistent mal à la critique, eh bien ils perdurent toujours. Et je vais en prendre un exemple qui n'est pas méchant, dans une radio locale, pendant 4 minutes, ils se sont emparés du sujet. 4 minutes, c'est peu quand même. Et je lis un extrait de ce message. Chers auditeurs, l'équation est alors assez simple à comprendre. On a d'un côté une commune avec de gros moyens, mais pas de place, et de l'autre, 2 petites villes avec plein de places, mais pas de moyens financiers pour les aménager. Va donc naître l'idée d'un deal gagnant-gagnant, avec l'absorption de Saint-Radegonde en Touraine et de Saint-Symphorien partout. Alors, outre l'énoncé d'un lieu commun que j'ai discuté jusqu'à présent, comment peut-on dire que 2 communes qui disparaissent pourraient être gagnantes? Conclusion sur cette partie, la fusion des 3 communes, contrairement à ce qu'énoncent tous les lieux communs persistants, n'est pas principalement une affaire économique et sociale, mais un projet politique parmi d'autres. Il s'agit de savoir de quelle gouvernance de l'espace urbain on veut dans les communes du district. C'est une question qui n'a pas perdu de son actualité. Ma deuxième partie, justement, je la consacrerai à 2 projets opposés, l'argumentaire, 2 projets opposés, l'un par le maire de Tours, vous voyez, qui n'envisage pas d'autre solution que la fusion, et une autre position émise par Henri Tamizier, le maire de La Riche, qui lui plaide pour l'intercommunalité. Alors,
Voici un extrait de ce que dit Jean Royer, qui est le nouveau président du district urbain de Tours, dans l'une des dernières séances du district urbain de Tours, le 17 octobre 1960. Le district siège au dernier étage de la bibliothèque municipale. Il dit ceci: il est possible que certains représentants des communes suburbaines aient à faire une déclaration d'intention concernant le destin du district et l'idée de fusion. Je propose que cette question soit traitée en première partie de la réunion. Alors, je vous rassure, il n'y a pas eu de deuxième partie. Et voilà ce qu'il dit en conclusion. En conclusion, je propose de nouveau un plan précis qui serait le suivant. Engager immédiatement des négociations avec les communes qui seraient désireuses de travailler avec Tours dans la perspective d'une réunion en une seule ville, perspective qui pourrait être fixée dans 4 ans et demi au moment du renouvellement des conseils municipaux, le public étant seul juge pour apprécier la tentative. Deuxièmement, envisager des colloques dans chaque commune réunissant le conseil municipal dirigé par son maire, le député-maire de Tours et ses adjoints, et les habitants de la commune, afin de démontrer les avantages et les inconvénients d'une réunion en une même cité. Cette campagne pourrait débuter au cours de l'hiver 60-61, donc immédiatement. Troisièmement, étudier moyennant un certain nombre de sacrifices personnels la constitution d'une liste provisoire de 37 membres qui pourrait administrer une cité unique. Si vous rejetez cette formule, comme je le pense bien, hélas, nous pourrions préparer ensemble une seule et même liste pour les élections municipales de 1965, qui aurait comme objectif numéro 1 la fusion en une seule cité. Après consultation au cours de cette séance, aucune commune n'accepte la proposition. Ce n'est pas au même moment, mais 3 ans après, au moment où la pression pour la fusion de Saint-Radegonde et Saint-Symphorien se précise, il y a eu des réunions, on le sait dans d'autres archives, qui sont souvent déroulées à la riche autour du maire Henri Tamizier. Alors Henri Tamizier résume ses interventions dans le bulletin municipal du premier trimestre 64, le mot du maire. Donc on ne va pas lire. L'essentiel, je l'ai mis en titre. Voilà ce qu'il propose: rechercher des solutions communes à des problèmes communs. On va lire un petit passage simplement. Vous trouverez dans ce bulletin le texte complet de la motion adoptée par notre conseil municipal le 30 janvier. Un texte semblable a été adopté par la plupart des conseils municipaux des communes suburbaines du district. Je rappelle simplement que la motion reconnaît la nécessité de créer en France des capitales régionales et la juste prétention de Tours à devenir l'une d'entre elles, mais affirme aussi la volonté des communes suburbaines de conserver leur indépendance. Ces principes étant bien, je suis persuadé pour ma part que ces mêmes terrains d'entente sont possibles entre Tours et les communes satellites. Mes collègues et moi-même sommes tous disposés à collaborer sur ces bases avec Tours et les autres communes du district. La meilleure preuve en est que nous avons accepté le principe de l'implantation des usines d'assainissement sur notre territoire communal, usines dont l'usage est prévu pour le service de l'ensemble des villes de l'agglomération. C'est le début de notre participation au fonctionnement des services communs de l'agglomération tourangelle. Donc il s'agit de la Grange David, je pense que vous l'aviez compris. Voilà, alors, les deux positions, donc vous avez compris que Tamizier, il dénonce un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec les communautés d'agglomération et les métropoles. Un petit peu ça, hein, qui est en point de lien. Alors, un événement fortuit, très intéressant pour nous dans cette construction-là, se déroule à Saint-Cyr. Alors, à Saint-Cyr-sur-Loire, la fusion s'invite dans une campagne électorale. Alors, comment expliquer ça? Eh bien, en 1964, au printemps 1964, le maire, Louis Blot, se trouve dans une situation pour le moins embarrassante. Son gendre, qui habite chez lui, est arrêté parce qu'il possède des tracts de l'OAS, l'Organisation de l'Armée secrète, un groupe terroriste, et
on le soupçonne d'aider à préparer des attentats. C'est un gros émoi, vous imaginez, dans la commune, et 16 conseillers municipaux démissionnent pour le contraindre à remettre sa démission. Donc des élections municipales anticipées exceptionnelles ont lieu, alors qu'on est à 9 mois des élections générales. Et c'est dans ce contexte-là que Jean Royer entre dans la campagne. Donc la campagne, c'est une campagne interne à Saint-Cyr. Elle est destinée à remplacer le maire pour voir 16 sièges. Et Jean Royer crée une liste, dont la tête de liste est Meillat, dont le but est la fusion avec Tours. Donc un furieux combat électoral s'engage à Saint-Cyr, et les enjeux locaux disparaissent au profit d'une consultation sur pour ou contre la fusion avec Saint-Cyr. À l'issue de ce vote, Saint-Cyr vote contre la fusion, donc Saint-Cyr ne fusionnera pas, d'autant que l'année d'après, la même liste soutenue par Royer se présente à Saint-Cyr et elle est de nouveau battue. Royer n'a que, la liste dite Royer n'a que 2 sièges. C'est la fin finalement de la perspective de fusion des communes du district, et on en restera donc à 2. Alors finalement, pourquoi ces 2 communes-là et pas les autres? Parce que c'est quand même ça le sujet principal. On parle de la fusion de Saint-Symphorien, de Saint-Radegonde avec nous, mais pourquoi pas Chambray, pourquoi pas La Riche? Bon. Alors d'abord, parmi les acteurs, il y en a qu'on a oubliés souvent, ce sont les préfets. Les préfets de ces années-là ont joué un rôle très important dans cette dynamique. Et il faut replacer là aussi le rôle de l'État dans un contexte beaucoup plus large. 1958, il ne nous échappe pas qu'on change de régime politique. Le mot est excessif, mais on n'en est quand même pas loin. C'est la 5e République qui s'installe. En 1957, on a signé le traité de Rome. C'est la communauté économique européenne qui prend forme. La France connaît une urbanisation massive, un exode rural en même temps que la croissance de la population. Les problèmes les enjeux sont considérables. Or, le maître mot de cette époque-là, c'est la modernisation. Il faut moderniser la France. Donc, dans ce contexte-là, eh bien, moderniser ce qu'on peut moderniser avec tant de communes. Est-ce qu'il n'y aurait pas trop de communes? Est-ce qu'on ne pourrait pas, pour aménager plus rationnellement, finalement regrouper des communes? C'est très tentant parce qu'au même moment, dans des pays de la communauté économique européenne, eh bien, on réforme les communes. Et on les diminue très fortement, de différentes façons. Donc la tentation est grande, y compris de les vider de leur substance. En 1946, on a vidé de leur substance les arrondissements. Il y avait, avant 1945, des conseils d'arrondissement, comme il y avait des conseils généraux. Alors, on n'a pas supprimé les arrondissements dans la Constitution de 1946, mais il n'y a plus de conseil. Il y a un sous-préfet. Et il ne reste plus que des conseillers généraux qui, eux, gèrent le département, sous l'œil circonspect du préfet, bien entendu, à l'époque. Donc, les préfets ont pour mission de simplifier le millefeuille administratif et de faire pression autant qu'ils le peuvent pour que des communes fusionnent. Alors, pourquoi pas commencer par les communes rurales qui sont les plus petites? Les gros besoins sont des besoins urbains. De quoi on a besoin de construire? Des grands logements. On a besoin de construire des collèges, des lycées. Donc ça, c'est pas la campagne. Ça, c'est en ville. Donc si on peut éviter de faire des doublons dans les villes, doublons que l'État paye principalement à cette époque-là, on n'est pas à l'époque de la décentralisation, eh bien ce serait une bonne chose. Alors le préfet, le premier qui est concerné, c'est le préfet Julien. Eh bien il n'y va pas de main morte, le préfet Julien. Le 5 janvier, le décret de création du DUT
par l'État des DUT est au journal officiel. Et le 4 novembre de la même année, il préside, à titre temporaire, la première session du DUT. Donc en 9 mois, on passe de rien à la première assemblée. Donc le préfet Julien a fait tout ce qu'il pouvait pour que ça aille le plus vite possible et qu'on ne puisse pas, en quelque sorte, revenir en arrière. Alors au moment où il se retire de ce conseil, il dit ceci. Votre district doit être la création patiente et quotidienne de l'entente et de la coopération des 9 communes, désormais associées, pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est presque un contrat de mariage. Or, c'est loin d'être gagné, car plusieurs communes qui sont incluses dans le DUT contestent même leur place, elles ne veulent pas y être dans le DUT. C'est le cas de Saint-Cyr, particulièrement. D'autres disent que c'est à eux de choisir les communes. Pourquoi on a collé ces 9-là? Elles aimeraient pouvoir dire avec qui elles veulent travailler. L'argument le plus solide, me semble-t-il, c'est celui de l'absence de dotation financière. Le préfet dit, vous vous regroupez, vous montez des dossiers, et puis nous, l'État, on va voir. Beaucoup de communes pensent que tout ça, c'est une supercherie. Ils pensent qu'il s'agit tout simplement d'un transfert déguisé des charges de l'État vers les communes du DUT. Groupez-vous, mais il n'y a pas de sous. Donc, vous allez vous regrouper pour financer vous-même les équipements dont vous avez besoin. Plusieurs communes sont dans ce cas. Et vous savez que c'est seulement à partir de la loi Chevènement, de la fin de 1999, que l'intercommunalité est organisée sur la base d'un transfert de compétences financé par l'État. Enfin, le gouvernement ferait, d'après d'autres, la part trop belle à Tours, réduisant les 8 autres communes à la portion congrue, ce qu'on voyait tout à l'heure. Tours avec 15 voix, il suffira d'aménager un parking sur une commune qui a une voix, et c'est bon, on vote tout ce qu'il veut. Donc, ça aussi, c'est contesté. Enfin, la volonté de Jean Royer de réaliser la fusion des communes à toute fin, sans alternative possible, évidemment, elle a conduit au bout d'un an à un mur, il n'y avait plus de dialogue possible. On se réunissait et voulait la fusion, les autres ne voulaient pas de la fusion, donc c'était plus possible. Dès 61, le DUT, le district urbain de Tours, est mis en sommeil. Pour autant, Royer ne reste pas les 2 pieds dans le même sabot, si vous me permettez. C'est qu'en même temps qu'il songe, qu'il met en œuvre ce qu'il faut pour fusionner les communes, il acquiert des terrains sur le sud, sur Saint-Avertin et sur Joué-les-Tours, pour mener à bien le chantier des Rives du Cher, que vous connaissez bien. Donc ça, ce sont des échanges de territorialité. En 1963, ça paraît peut-être pas, mais en 4 ans, sans fusion, eh bien en 4 ans, Tours a doublé sa superficie. Simplement en acquérant des terrains sur Saint-Avertin et Joué-les-Tours. C'est un nouveau représentant de l'État, le préfet Thomas, qui est à l'origine directe de la fusion de Saint-Symphorien et de Saint-Radegonde, qui précipite en 64. Voilà ce qu'il écrit à Louis Joanneau, le 25 avril 64. Comme suite aux différentes réunions qui se sont tenues récemment dans mon cabinet, et compte tenu de la nécessité de procéder dès maintenant à des études sur l'équipement rationnel de l'agglomération tourangelle, je vous confirme qu'il m'apparaît indispensable de connaître, dans les délais les meilleurs, l'avis de votre conseil municipal sur une fusion de la commune de Saint-Symphorien avec celle de Tours. À cet effet, je vous serai obligé d'étudier la possibilité de réunir l'assemblée que vous présidez dans les délais les plus proches. Je crois devoir vous préciser que je suis disposé personnellement à donner toutes les explications qui s'avéreraient utiles aux membres de votre conseil municipal. Dans l'hypothèse où il me serait impossible de me rendre à cette réunion, je m'y ferai alors représenter par l'un de mes collaborateurs du corps préfectoral. Louis Joanneau obtempère, comme Jean le reste, successivement, comme vous le savez, le 30 avril et le 9 mai, ils réunissent leurs conseils municipaux qui, comme vous le savez bien sûr, votent la fusion avec Tours.
Jean Royer n'est sans doute pas resté inactif dans la préparation de l'événement. On a retrouvé des tracts, imprimés certainement par la ville de Tours, qui conduisaient les habitants à se préparer à cette fusion. On peut quand même s'étonner, enfin remarquer du moins, qu'on n'ait pas attendu les élections de 1965 pour que les citoyens tranchent eux-mêmes au suffrage universel. Alors parmi les grands acteurs, bien sûr, les acteurs, l'un des principaux, c'est Jean Royer. Alors Jean Royer, je n'ai pas la prétention de le présenter dans tous ses aspects, ce qui n'est pas encore fait, à mon avis, il n'y a pas encore d'études de thèse, ce qui mériterait d'être fait, mais simplement présenté dans la période qui nous intéresse. Je crois que dans la période qui nous intéresse, il faut remonter à 1940. En 1940, Jean Royer, c'est un jeune normalien. Il commence une carrière d'instituteur dans des conditions extrêmement difficiles. C'est la guerre, on manque de tout. Il a peut-être eu la chance de faire partie de la première classe qui n'a pas été mobilisée du fait de la défaite. Et donc il occupe plusieurs postes à cette époque-là. Ce n'est pas un gaulliste historique, dans la mesure où, il n'a sans doute pas entendu l'appel du 18 juin, mais il n'a pas résisté non plus, et il n'était pas le 31 août à la libération de Tours. Mais il intègre très vite le mouvement gaulliste. Le 7 avril 1947, il entend l'appel de Strasbourg du général de Gaulle qui annonce la création du Rassemblement du peuple français, le RPF, pour l'élection municipale du mars suivant. Pour Jean Royer, qui est alors âgé de 26 ans, cet appel de Strasbourg fait écho à l'appel de Londres auquel il avait pu répondre. Rapidement, de Gaulle le remarque par son dynamisme, et il écrit, Jean Royer, dont il était une fois un maire, « Je réponds immédiatement à cet appel. Je m'engage à fond dans l'action politique, à Langeais, puis à Tours, où pendant 2 années, j'anime comme orateur principal des réunions ardentes, on le retrouve là, pour expliquer les objectifs du rassemblement. » Informé de cette activité, de Gaulle le nomme membre du Conseil national du RPF en décembre 1948, puis délégué départemental le 1er décembre 1949. Il se présente aux élections de 1951, mais comme vous le savez, ces élections n'ont pas été favorables au mouvement. Jean Royer suit la trajectoire de son mentor. Il se retire de l'action politique en 1953, en attendant des jours politiques meilleurs. Et ces jours surviennent en 1958, quand le général de Gaulle revient aux affaires. Après l'adoption de la nouvelle Constitution, la campagne électorale législative commence, 23 et 30 novembre, Royer se présente dans la première circonscription comme gaulliste indépendant. Et c'est un événement important, car un parti gaulliste s'est constitué à ce moment-là, l'UNR, l'Union pour la Nouvelle République, pour soutenir l'action du général de Gaulle, auquel Jean Royer n'adhère pas. Les raisons mériteraient d'être connues, mais bon, il n'est pas bien. L'UNR présente un candidat contre lui, qu'il attaque dans ses meetings, et Royer, comme vous le savez, l'emporte au 2e tour de scrutin. Cet épisode a laissé des traces dans la famille gaulliste locale, notamment pour Michel Debré, qui écrit dans son journal L'Écho de Touraine ceci. Pendant 3 semaines, Jean Royer n'a cessé de se répandre en calomnies sur ses anciens amis et en affirmations fausses. Par simple ambition personnelle et non par conviction politique. Il désirait prendre le maximum de voix au docteur Jacquet, candidat du NR, et il y est parvenu grâce à une tactique qui a jeté la confusion dans les esprits. C'est dans l'Écho de Touraine, son journal, du 21 novembre 1958. Et dans la foulée, Jean Royer emporte, avec toute sa liste, les élections municipales de Tours le 15 mars 1959. Lui qui n'était rien, quelques semaines, quelques mois avant, il devient le député maire de Tours. Vous avez noté que pour Debré, Royer c'est peut-être un aventurier, par simple ambition personnelle et non par conviction politique. C'est ce qui est écrit. Jean Royer, pendant ce premier mandat, se jette avec son conseil municipal dans de multiples projets qui vont faire très largement sa réputation. L'aménagement des rives du Cher, que vous connaissez, c'est un travail gigantesque
extrêmement coûteux aussi, mais dès 1963, la première pierre est posée. Ce qui était des marécages, eh bien, deviennent des quartiers modernes qui commencent à s'élever à leur place. Au même moment, et c'est tout aussi coûteux, Jean Royer décide de s'attaquer à la rénovation-restauration du Vieux-Tours, sur les bords de la Loire. Là encore, en 1962, sont mises en place les structures, les modes de financement qui vont assurer une réalisation soigneusement étudiée. Ces quartiers anciens qui étaient gangrénés par la taudification vont rapidement cesser d'être des territoires d'exil pour devenir des lieux attractifs, la place Plumereau que nous connaissons aujourd'hui. Enfin, dès 1964, le maire imagine des maisons individuelles, bon marché, qui pourraient être accessibles à des couples modestes, avec l'aide de la ville. Ce sont les fameux pavillons du maire, qui verront rapidement le jour au cours de son deuxième mandat, entre 1965 et 1971. Eh bien, au commencement du district, Jean Royer n'avait aucune référence de maire, et d'aucuns le percevaient, comme sans doute Debré, comme un aventurier. Tel n'est plus le cas en 64-65. Tous ont pu mesurer ses compétences d'animateur, son énergie pour convaincre ses multiples interlocuteurs, tant financiers, politiques que fonctionnaires, afin de réaliser ses ambitieux projets. Il est devenu, à cette date, la personnalité majeure de la Touraine, et il l'est resté. Cependant, est-ce qu'il n'en fait pas trop? Royer ne veut-il pas faire payer aux communes suburbaines les dettes de Tours? C'est un argument parmi d'autres, mais qui revient chez ses adversaires dans les communes suburbaines. Au contraire, ne faut-il pas lui faire confiance, au vu du dynamisme qu'il impulse à Tours? Les communes du DUT ne devraient-elles pas en profiter pour fusionner? C'est ce que d'autres pensent, et pas seulement à Tournord. C'est pourquoi Jean Royer compte aussi beaucoup sur la réussite qu'il veut exemplaire des aménagements qu'il va réaliser à Saint-Symphorien, principalement, pour entraîner une nouvelle vague d'adhésion, car il n'a pas renoncé à la croissance de Tours sous cette forme. C'est un projet qui nourrit bien sûr d'autres ambitions. Les deux autres territoires, les deux autres maires, ont évidemment d'autres profils. Mais le plus important, là aussi, c'est bien différencier Sainte-Radegonde de Saint-Symphorien. Ces deux communes n'ont rien de commun. Très peu de choses en commun. Ils à Saint-Symphorien, principalement, pour entraîner une nouvelle vague d'adhésion, car il n'a pas renoncé à la croissance de Tours sous cette forme. C'est un projet qui nourrit bien sûr d'autres ambitions. Les deux autres territoires, les deux autres maires, ont évidemment d'autres profils. Mais le plus important, là aussi, c'est bien différencier Sainte-Radegonde de Saint-Symphorien. Ces deux communes n'ont rien de commun. Sur ces deux cartes, j'ai représenté, donc ici Sainte-Radegonde, c'est la plus petite des communes, elle a moins de 500 hectares, alors que Saint-Symphorien, on voit ici, la carte, c'est 1000 hectares, c'est plus du double. Or, le développement de Sainte-Radegonde est beaucoup plus difficile que dans d'autres communes. Pourquoi? Parce qu'il y a deux contraintes fortes. Au nord, il y a l'aéroport. Donc il n'est pas possible sur le nord de la commune de construire ou d'aménager une zone industrielle, une activité qu'on peut faire à Saint-Symphorien, par exemple à Saint-Cyr. Et au sud, près de la seule voie d'accès importante, la route nationale qui borde la Loire, eh bien, il y a Marmoutier, qui est en cours de classement, mais un site historique, évidemment, qu'on ne peut pas raser pour mettre à la place une station-service ou un garage. Donc l'espace disponible, sachant que Sainte-Radegonde, sur le peu qu'il a, est beaucoup plus vallonné que Saint-Symphorien, connaît des conditions de développement, élaborer des projets de développement dans de telles conditions, c'est difficile. Et il leur arrivé une véritable catastrophe, c'est qu'ils apprennent en 1960 que l'autoroute va passer chez eux. Et quand on regarde bien, ça met fin à une attraction qui était presque régionale, la plage. L'autoroute passe pile au-dessus de la plage. Le terrain de sport,
qui disparaît aussi. Et pour nombre d'habitants aujourd'hui qu'on a questionné, eh bien, la conséquence de la fusion, ce serait ça. Alors que ce sont deux phénomènes de causes différentes, mais comme ils sont concomitants, ces phénomènes, des habitants nous ont dit « Ah ben la fusion, ah ben oui, ça nous a amené l'autoroute, vous parlez d'un bénéfice. » Effectivement, comment assurer le développement d'une commune qui connaît toutes ces contraintes? Donc on comprend mieux pour Sainte-Radegonde la fusion, et effectivement, dès le conseil municipal du 26 juin 1961, le 26 juin 1961, le conseil municipal de Sainte-Radegonde vote son rattachement à Tours. Vous voyez, 3 ans avant. Ça veut dire qu'ils sont désespérés. Alors Saint-Symphorien n'est pas du tout dans le même cas. Pas du tout, du tout. C'est vaste, 1000 hectares. Ah, monsieur Lafage disait tout à l'heure, il y avait des hectares pour construire. Près de 14 000 habitants, c'est la 2e commune du département. Elle est traversée par des routes importantes. Hein, la nationale 10, plein d'autres routes qui ne demandent qu'à être aménagées, des zones d'activité qui ont trouvé depuis facilement leur place. Elle se trouve plutôt dans une situation viable comparable à celle de Saint-Cyr ou Saint-Avertin. Mais les édiles de Saint-Symphorien sont timorés de longue date. On pourrait multiplier les exemples, depuis l'abandon du projet de nouvelle mairie dans les années 30, celui de la transformation de la ville L'Agenciana en école maternelle, a été abandonné aussi dans les années 50. Et je ne résiste pas de dire que, à un moment donné, en 1946, la nouvelle municipalité décide de faire une sorte d'audit des besoins de Saint-Symphorien. Et le futur maire de Saint-Symphorien, Armand Séressia, fait son rapport. On n'a conservé qu'une page, malheureusement, mais ça c'est édifiant. Donc il liste les besoins dans un style coulé, et il arrive à une conclusion. Maintenant, dit-il, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. On va voir ce qu'on va voir. J'invite monsieur le maire de procéder immédiatement à l'étude des dossiers suivants. Premièrement, alors moi je vais vous laisser trouver qu'est-ce qui est le plus important à Saint-Symphorien. Voyons voir. On est dans le de la guerre, le logement, l'assainissement, les transports peut-être, les écoles. Oui, on est chez des gens raisonnables. Voilà. Eh bien pas du tout, on se plante complètement. Et vous ne trouverez jamais. Eh bien la première tâche, c'est d'annexer Paulbert. Il a dit que c'est une excroissance de la ville de Tours, dans Saint-Symphorien. Alors, quand on a un édile comme ça, futur maire, faut-il s'étonner de l'incurie que connaît Saint-Symphorien pendant de si longues années? C'est incroyable. Si ce n'était pas dans un document, on ne l'aurait pas inventé. Alors, les maires eux-mêmes sont dans des situations différentes. Jean Lorest, pour faire un petit peu court, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille de cheminots, ce qui est très fréquent à cette époque-là. Il est d'origine bretonne, mais il a vécu à Tours toute son enfance, son père étant cheminot muté à Tours. Il vit dans le quartier La Fuye-de-Pau, chez les cheminots. En 1940, il est dans 1920, il épouse une fille de cheminot. Et les choses s'arrêtent un peu là, dans la mesure où il part pour la guerre, comme beaucoup, il est fait prisonnier tout le temps de la guerre. Il revient, il travaille aux associations familiales, aux allocations familiales, mais assez vite, il a des ambitions politiques à Saint-Symphorien, à Saint-Radegonde, pardon. Il échoue de justesse à être élu en 53, mais en 59, il est élu conseiller municipal, et hop, il se présente tout de suite, sans jamais avoir été conseiller municipal, il se présente comme candidat à la mairie. Il est battu par Guy Minot, il arrive à être 2e adjoint, et c'est par une raison fortuite, on pourrait dire, qu'il accède à la mairie, puisque en 1960, Guy Minot démissionne, on lit dans le bulletin ici, dans le registre d'état civil, pour raison de santé. Mais il reste quand même conseiller municipal actif tout au long du mandat. Jean Lorest n'est pas quelqu'un qui arrive facilement maire. Il se présente, une nouvelle fois, premier tour de scrutin, 10 voix contre 10. Deuxième tour de scrutin, 11 voix contre 9. Donc, il va lui falloir gagner la confiance du conseil municipal, celle de la population, peut-être aussi, et en même temps, tous les adjoints sont renouvelés aussi.
Donc ceci fait une faiblesse supplémentaire pour la plus petite commune vis-à-vis de sa population et aussi vis-à-vis des 8 autres maires et adjoints des autres communes. Une situation difficile. Louis Joinot est moins mal connu, en particulier parce qu'il était député de 1958 à 62, et là nous avons la base de données des députés français. Il est très riche. Il est né au pays de George Sand, à Nohant-Vic, en 1885. Il est issu d'une famille très modeste, d'ouvriers agricoles, et après son certificat d'études primaires, comme un certain nombre de jeunes gens de cette époque, eh bien, il passe un concours d'entrée à la SNCF. Il est reçu, il passera toute sa carrière à la SNCF, où il finit contrôleur principal à Nohant-Vic, en 1885. Il est issu d'une famille très modeste, d'ouvriers agricoles, et après son certificat d'études primaires, comme un certain nombre de jeunes gens de cette époque, eh bien, il passe un concours d'entrée à la SNCF. Il est reçu, il passera toute sa carrière à la SNCF, où il finit contrôleur principal à 60 ans, en 1943. Après la Grande Guerre, il s'installe à Saint-Symphorien. Il se fait construire une maison un peu plus tard, rue du Bois-Joli, près de la Croix-Montoire et de Saint-Cyr. Et en 1929, il est élu pour la première fois sur la liste conservatrice d'Henri Guilbeault. Il est réélu en 1935, et là il a davantage de charges, il est rapporteur de la commission des loisirs et des fêtes. En 1940, il est maintenu par Vichy, ce qui fait que du coup, il est révoqué en 1944 par la Libération, battu en 1945 aux élections. Il est élu en 1947, il devient maire adjoint, et il est élu maire en 1953, réélu en 1959, de façon très confortable. Il a des ambitions politiques, puisqu'il se présente pour être conseiller général de Tournord, il est battu, mais il est assez malin pour profiter de la vague gaulliste, avoir l'investiture UNR en 1958, et donc il est élu de la circonscription de Tournord. À ce moment-là, il est donc député-maire pendant 4 ans, de 1958 à 1962. Sur sa fiche, il est écrit, quand même, il n'est pas intervenu une seule fois en séance en 4 ans. 5 ans, pas une seule fois en séance. Jean Royer était membre de plusieurs commissions. Il était rapporteur de la commission de la construction à l'Assemblée nationale. Je suis pas en train de dire que c'est le modèle. Mais bon, Jean Royer était maire de Tours, il ne faisait pas rien à la ville de Tours, on n'a plus loin. Le maire de Saint-Symphorien, député, n'intervient pas une fois en séance. Il ne se représente pas en 1962 en raison de son âge, dit-il. Eh bien, de longue date, la commune a accumulé des retards en tout domaine, qui sont très difficiles à rattraper dans ces années-là. Cette situation s'explique parce que Louis Joinot, dès son premier mandat, n'a jamais envisagé un autre avenir pour Saint-Symphorien que celui d'une fusion avec Tours, comme en témoigne une note que nous avons trouvée, qui est datée du 9 avril 1955, une note de Marcel Tribule, maire de Tours, qui rend compte de sa rencontre avec Louis Joinot, qui vient d'être élu, il est élu en 1953 comme maire. Et Louis Joinot dit son accord total avec ce projet de Grand Tour. Donc c'est pas en 1964 que Joinot a décidé la réunion avec Tours, c'est dès le début finalement, dès 1955. Il est débordé par les besoins de la commune dont il est maire. Finalement, le 9 mai 1964, au bout seulement d'1h10 de débat, la fusion est votée. Mais il n'est pas inintéressant de lire, j'en ai passé pas mal sous silence, mais de lire, voilà, quelques interventions. On n'a rien sur Saint-Radegonde. Le cahier de délibération est pauvre, Saint-Radegonde. Mais à Saint-Symphorien, il est plus riche. Et j'ai choisi de regrouper les interventions.
il a 4 adjoints, 2 sont opposés à la fusion. Dès 1961, ils lui ont fait savoir. Et le maire propose sa démission du conseil municipal de Saint-Symphorien, qui est refusée. Alors voici le débat. Monsieur Becca, 3e adjoint, déclare que le conseil municipal a été élu pour 5 ans sur un programme déterminé dans lequel ne figurait pas cette affaire-là, et qu'il n'a pas le droit, en toute conscience, d'en décider. Monsieur Daucher, 2e adjoint, pense que le conseil n'a pas le droit de disposer ainsi des électeurs et de toute la population. Monsieur Le Guen, conseiller municipal, si le conseil municipal n'est pas sûr de lui, il lui appartient de démissionner et de revenir devant les électeurs en mettant en première ligne dans sa profession de foi rattachement à Saint-Symphorien, de Saint-Symphorien à Tours. Autre intervention, M. Muller estime qu'il n'est pas normal que les habitants de Saint-Symphorien paient les impôts pour la ville de Tours, notamment pour la rénovation des vieux quartiers. Je vais parler de ça tout à l'heure. Contre les disparitions de l'agriculture, évidemment les plateaux sont très agricoles. M. Bénard, le groupe paysan votera contre vous, monsieur le maire. On votera non. On vient tout nous prendre et les terrains restent en friche. C'est une honte d'aller à Tours. Saint-Symphorien est assez grand tout seul. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Que M. Royer aille donc à Saint-Pierre-des-Corps, ce ne sera pas si facile. Je ne suis pas communiste, je suis UNR, mais je défends les paysans. 19 conseillers étaient présents, 18 se sont exprimés, 12 pour la fusion et 6 contre. 12 conseillers ont décidé de la disparition de leur commune qui existait depuis 1789. Conclusion, si vous le permettez, replacer dans ce contexte la fusion des 3 communes, eh bien, elle était l'occasion de mettre en évidence les différences de dynamisme et de conception de l'organisation administrative de l'agglomération tourangelle, de ses communes aussi. La fusion était sans doute une nécessité pour aucune d'entre elles. Cette fusion est la dernière, car en 1999, naît la communauté d'agglomération Tours Plus, qui regroupait initialement 9 communes, puis en 2017, Tours Métropole Val-de-Loire, forte de 22 communes. Cette évolution récente consacre la victoire de l'intercommunalité sur la supracommunalité. Cela ne veut pas dire évidemment que tout soit désormais satisfaisant, mais c'est un autre sujet. Un retour critique sur cette fusion de 64 était-il nécessaire? En tout cas, j'espère vous avoir montré qu'il n'était pas inutile. Merci.